Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le calme est revenu aujourd'hui à Gounguen, où les élèves du lycée départemental Saint-Joseph se sont opposés hier à la tenue d'un conseil de discipline en séquestrant leur proviseur et en bloquant la nationale 14 pendant de longues heures. Conseils municipaux et conseils villageois de développement, ces deux structures travaillent aux côtés des maires à réussir le développement local, une complémentarité sur laquelle nous reviendrons. Le gouvernement libyen reçoit deux bonnes nouvelles en l'espace de quelques heures, la levée partielle de l'embargo sur les armes et l'accord des factions rivales pour l'exploitation du pétrole. Mais tout d'abord, le syndicat des promoteurs immobiliers du Burkina s'engage à accompagner le gouvernement dans la construction des logements sociaux. Engagement réitéré aujourd'hui au président du Faso qui a accordé une audience au syndicat. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu la Fédération nationale des associations du secteur informel venue lui présenter son plan stratégique. Reportage au Lopoda. Longtemps considéré comme un secteur qui refuse une organisation quelconque, le secteur informel veut se départir de ce cliché qui lui colle à la peau. Une volonté ferme que la Fédération nationale des associations du secteur informel est venue exprimer de vive voix au président du Faso. Nous avons un plan stratégique 2016-2018. C'est basé sur 3 points essentiels qui est d'abord la professionnalisation du secteur informel, la mise en place d'un fonds de garantie et aussi la formalisation du secteur informel. Un autre engagement, et non des moindres, c'est celui du syndicat des promoteurs immobiliers du Burkina qui a exprimé au président Roch-Marc Christian Kaboré sa volonté d'accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion des logements sociaux. Tous les promoteurs immobiliers au Burkina Faso, on va les accompagner le nouveau gouvernement pour les constructions de logements sociaux, logements économiques et les parcelles viabilisées. Nous sommes rassurer vraiment le gouvernement. Je pense que c'est depuis 2006 que les cités témoins des logements sociaux sont construits à Rimketa. Mais jusqu'à nos jours, il y a des gens qui habitent là-bas et ils sont contents. Pour ces acteurs de développement, le fait d'être reçus par le président du Faso témoigne de l'importance de leur place dans l'économie du Burkina Faso. La nouvelle a vite fait le tour du Burkina. Des élèves du département de Gounguen, dans le Kouritenga, ont posé hier des actes d'incivisme déjà condamnés ailleurs. Les élèves du lycée départemental Saint-Joseph ont incendié 3 motos appartenant au personnel administratif et séquestré leurs proviseurs. Une manifestation qui visait à annuler un conseil de discipline. Où en est la situation aujourd'hui à Gounguen? Reportage de Désiré Ilboudo, Albert Sankara et Nazé Ouattara. Il est 15h30 ce lundi 16 mai au lycée départemental Saint-Joseph de Gounguen. L'établissement est désert à cause d'un mouvement d'humeur des élèves dans la matinée. Après avoir brûlé des motos appartenant au personnel administratif, les élèves ont bloqué la nationale numéro 4 toute la matinée. Les élèves protestaient ainsi contre la tenue d'un conseil de discipline qui devrait statuer ce 17 mai sur le comportement de 5 présumés meneurs d'une manifestation précédente. Il s'agit d'un conseil de discipline que nous avons initié sur les instructions de la direction régionale par rapport à une situation d'incivisme qui a eu lieu au niveau du lycée lors des mouvements d'élèves liés aux examens blancs. Un conseil de discipline que les élèves voyaient de mauvais œil. Ils avaient même prévu d'amener ça à Tinkodogo. Et tous nous savons ici que si un nom arrive à Tinkodogo seulement, tout le monde sait ce qui va se passer. On a même déjà vu des camarades du village qui ont été victimes de ce genre de choses. Leur carrière scolaire s'est arrêtée brutalement comme ça, suite à ce genre de choses. Et c'est cette peur qui nous a animés à ne pas vouloir assister à ce conseil de discipline. Des propos qui relativisent le censeur du lycée. Le conseil de discipline, par nature, est une tribune pour écouter, pas forcément réprimer, écouter, donner des conseils, faire comprendre là où se trouve le tort pour que chacun puisse s'amender. Autrement dit, les décisions ou les sanctions devraient tomber naturellement et les gens devraient observer. On devrait simplement dire tu es renvoyé, tu dois aller te reposer une semaine. Mais non, on écoute,
souvent peut-être à travers l'écoute, on pourrait comprendre l'autre. Et peut-être même se remettre en tort. Quand nous quittions sur les lieux, le calme était revenu et des équipes de la CRS veillaient au grain. Un civisme à tous les étages, puisque la circulation emporte les stigmates. Au premier trimestre de cette année, plus de 2700 accidents de la circulation ont été recensés, dont 25 décès. Statistiques qui concernent la seule ville de Ouagadougou. Principale cause de cette recrudescence des accidents, le non-respect du code de la route. Moussa Ouedraogo, Aimé Solange Guigma. On ne peut faire un tour dans la ville de Ouagadougou sans assister à un cas d'accident de la circulation. À la limite, c'est devenu une chose courante dans cette cité. Pour le mois d'avril, ce phénomène a fauché 19 vies sur 916 cas et pour cause. C'est le non-respect de la distance de sécurité, des manœuvres sur la chaussée, sans s'assurer vraiment qu'on peut le faire sans danger. Et il y a lieu aussi de relever que la plupart des cas d'accident concernant les engins à 2 roues sont dus à des vitesses excessives. Pour le premier trimestre de 2016, on note 2735 cas, dont 25 morts. Le respect des règles de la circulation s'impose donc à tous. Nous demandons vraiment aux usagers de la route de faire un effort pour procurer du code de permis catégorie A1, ne serait-ce que pour les vélomoteurs, car ils sont en majeure partie responsables des accidents de la circulation routière. Aussi les policiers qui sont sur la route, ce n'est pas pour eux-mêmes que le citoyen s'est dit que le policier, il est là pour notre sécurité, respecter ses consignes. Notons que les chiffres suscités vont croissant au regard de ceux enregistrés en 2015, qui pour toute l'année étaient de 10 735 cas, dont 127 cas de décès. Les assises criminelles de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso se tiennent depuis hier à Dédougou. Une délocalisation qui s'explique par la situation qui prévaut au palais de justice de la ville de Sia. Bref, 17 dossiers concernant 21 accusés seront jugés au cours des 5 jours que dure l'audience. Yves Rwamba, Nayaldo, Paul Savadogo. Ce sont 17 dossiers qui sont inscrits au rôle de cette deuxième session des assises criminelles 2015-2016 de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso siégeant à Dédougou. Durant 5 jours de procès, 21 accusés, dont 20 en liberté provisoire, passeront devant le prétoire pour connaître leur sentence. Il y a un qui est présentement détenu à la maison d'arrêt de Dédougou. C'est de vieux dossiers. Il y a cette lenteur-là. Et on essaie de les juger par ordre d'ancienneté. Mais parfois aussi, il y a des dossiers que les juges arrivent à boucler très rapidement et on les juge. Les 17 dossiers sont de nature variée et le plus vieux date de 1989. Il y a 9 dossiers de crimes de sang. Et 3 dossiers contre les bonnes mœurs. 4 dossiers de crimes contre les biens, 1 dossier de détournement de deniers publics. L'assassinat est puni de la peine de mort. Le jury appréciera. Elle peut être condamnée à la peine de mort ou à vie, ça dépend. Au cours de la cérémonie d'ouverture de ces assises criminelles, 4 jurés titulaires et 2 suppléants ont été choisis pour former avec les magistrats les jurys de ces assises criminelles. La région du centre réfléchit aux moyens de renforcer la sécurité des populations, d'où cet atelier au bénéfice des membres des comités locaux de sécurité. Cette formation est destinée à leur donner des connaissances sur leur rôle dans le dispositif de prévention et de gestion de l'insécurité. Ibrahim Sombier, Kadi Sanogo. Suite aux attaques du 15 janvier 2016 qui ont durement éprouvé notre pays, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a instruit les gouverneurs de région de redynamiser les comités locaux de sécurité. C'est ce qui explique cette formation des membres des comités locaux de sécurité de la région du centre. Cela en vue de les outiller de connaissances pratiques pour une nouvelle dynamique et à même d'éviter les dérives. Il s'agit
simplement de donner aux membres des CLS les bases, l'information utile pour assurer leur rôle de veille dans les localités qu'ils vivent. C'est une session de formation et d'échange pour tout dire sur les rôles des CLS, les comités locaux de sécurité. C'est aussi l'occasion de savoir que ce n'est pas seulement les Korloero qui sont des initiatives locales de sécurité. On en parle beaucoup par le temps qui court, mais il y a aussi les comités locaux de sécurité qui sont des structures que nous avons demandé de mettre en place, qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui ne se font pas entendre, mais qui sont là aujourd'hui et vous les voyez. Et il y a de toutes les couches. Cette formation est destinée à 500 membres des comités locaux de sécurité. Ils sont associés les présidents des délégations spéciales, les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que les autorités coutumières et religieuses. Dimanche prochain, les électeurs burkinabés éliront leur maire pour œuvrer au développement local. Dans leur mission, les maires seront assistés des conseils municipaux, mais également des conseils villageois de développement CVD. Comment fonctionnent ces deux structures et dans quelle complémentarité? Adamou Sebgo, Christophe Da ont mené leur enquête à Gawa et Périgba. Il est originaire de Périgban, une commune rurale de 27 villages dans la province du Poni. Cela fait 5 ans qu'il est élu à la tête d'une organisation locale, le Conseil villageois de développement CVD. Le rôle du CVD, impulser le développement à la base de la collectivité. Le CVD, par exemple, identifie les projets, les problèmes par exemple, du village, puisque c'est à travers l'élu local qui est le conseiller du village. Alors donc, une fois identifié les projets, maintenant le CVD transmet au conseiller du village qui, pendant le conseil, alors au conseil maintenant soumet par exemple ce projet au conseil municipal qui essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Le membre du bureau du CVD est désigné par consensus ou par élection, mais bien qu'à politique, il est sous la tutelle du maire, président du conseil municipal. Le maire met en œuvre les décisions, les délibérations du conseil municipal, il les exécute. Voilà. Et c'est le conseil municipal maintenant qui contrôle justement cette mise en œuvre des délibérations. C'est d'ailleurs une délibération du conseil municipal qui valide l'Assemblée générale du CVD selon les textes. Et ce travail en tandem des deux structures prévues par la loi se passe plutôt bien. C'est comme si c'était un organe extérieur du conseil municipal, puisque c'est au niveau du conseil villageois de développement. Ils se réunissent pour voir les programmes d'investissement annuel du village et ils soumettent ça au conseil qui peut prendre selon ses forces, selon le budget, qui peut prendre ça en compte dans l'élaboration du plan communal de développement. Les relations entre conseillers municipaux et CVD se passent assez bien dans la mesure où le conseiller municipal, lors des sessions, fait remonter les difficultés de son ressort villageois. Et le CVD nous approche également, soit par l'intermédiaire du conseiller ou bien par lui-même, les problèmes liés par exemple à l'eau potable, à l'assainissement ou à la petite délinquance au niveau du village. Le Conseil villageois de développement est créé en janvier 2007 en remplacement de la Commission villageoise de gestion des terroirs CVGT. Le CVD compte 12 membres dirigés par un président. Un conseiller municipal voté sur la liste des candidats du village ne peut être membre du bureau du CVD. Il peut cependant assister aux réunions du bureau sans voix délibérative. Les pays membres de la CEDEAO ont décidé de s'appuyer sur une expérience de plateforme pour lutter contre les épidémies. Réunis à Ouagadougou, les responsables des services des laboratoires de la sous-région vont ainsi œuvrer en faveur d'une politique harmonisée de la biologie. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assogba. Les responsables des services de laboratoire des 15 pays membres de la CEDEAO s'inspirent des acquis du programme RESAOLAB, Réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biomédicale. Une expérience basée sur le renforcement du système des laboratoires en marche depuis 2009 dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Il est question à cette rencontre d'utiliser la plateforme du programme WAD
le réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires pour étendre cette expérience à l'ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO. Cette plateforme vise à renforcer la surveillance et la riposte aux maladies. L'ambition à terme est de mettre en place une politique harmonisée de la biologie au niveau régional. Les épidémies qu'on vient de traverser nous montrent l'importance de pouvoir confirmer un diagnostic avant de déclarer un état d'alerte. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de soutenir la démarche existante, bien sûr, au niveau national et tous les outils existants au niveau de la surveillance des épidémies, en apportant en plus des capacités pour le laboratoire pour confirmer les cas, ce qui permettra d'ailleurs d'améliorer la prise en charge des patients et aussi, du coup, de déclarer ou pas une épidémie et d'y apporter la meilleure aide possible. Ces acteurs de la santé vont aussi faire des recommandations sur le rôle des pays, de l'OAS et des partenaires dans ces dynamiques régionales en lien avec la mise en place du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies, un centre qui sera basé à Abuja, au Nigeria. Étude bouclée pour le programme du microcrédit solaire et changement d'échelle Microsol. Le programme Microsol, dont le volet 2 vient de s'achever, devrait permettre à une quarantaine de localités du Lorum et du Zondoma de bénéficier de l'électricité à partir de petites infrastructures solaires. Kosun Koulibaly, Yolande Lompo. Cette rencontre marque la clôture des activités du volet 2 du programme microcrédit solaire et changement d'échelle au Burkina Faso Microsol. Un programme piloté par la Fondation Énergie pour le Monde dans le but d'exploiter des sources d'énergie locales et de décentraliser l'électricité solaire photovoltaïque dans 41 localités de la région du Nord. Aujourd'hui, les études sont terminées et le travail qui va être mené, c'est de contacter les bailleurs de fonds, que ce soit la Commission européenne ou peut-être des investisseurs. Mais dire, ben voilà, aujourd'hui, on vous montre par les études préalables, qu'elles soient sociologiques, techniques et financières, qu'il est possible d'investir dans des petites infrastructures solaires en milieu rural. En phase avec les objectifs du gouvernement, le volet 2 de ce programme contribuera à réduire l'exode rural à travers l'émergence d'activités économiques. La plupart des zones rurales devraient être électrifiées à travers un certain nombre de projets et de programmes qui permettront aux populations d'avoir accès à l'énergie à partir donc de systèmes soit solaires ou solaires hybride biodiesel. Dans les années à venir, nous allons avoir en collaboration donc avec des partenaires clés comme l'Union européenne, des projets pour les différentes régions du Burkina de sorte à pouvoir donner accès à l'électricité. La province du Lorum et du Zandoma sont concernées par le dit projet qui a déjà fait ses preuves dans la région du centre-est. Un projet s'achève, mais d'autres en matière d'énergie et de mines font toujours leur petit bonhomme de chemin. C'est pour contribuer à leur promotion que se tient le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, SEMICA. L'édition 2016 se prépare activement pour accueillir du 26 au 28 mai à Ouagadougou près de 3000 visiteurs. Mokhtar Ouedraogo, Nyarkiteda. 98%, c'est le taux d'avancement des préparatifs du SEMICA 2016. Un taux satisfaisant selon le comité d'organisation qui l'a signifié aux hommes des médias. Seul bémol, moins de 100 millions de francs CFA ont été mobilisés sur un budget initial d'environ 380 millions de francs CFA. Ce déficit n'entamera en rien la réussite de l'événement, rassurent les initiateurs. Nous avons Dieu avec nous. Nous avons des personnes et des structures qui nous facilitent un certain nombre de choses. Avec le peu que nous avons, nous sommes confiants de pouvoir organiser le SEMICA 2016 dans les meilleures conditions possibles. Salon annuel dédié au secteur mines, énergie et carrière, la 5e édition se veut effectivement un marché africain des 10 secteurs pour parler business. Le SEMICA 2016 jettera les bases pour une transition énergétique réussie en Afrique et résolument tournée vers les énergies renouvelables. Cette édition donne aussi l'occasion de rendre hommage aux acteurs qui excellent dans leur domaine. Le SEMICA primera la meilleure entreprise d'énergie pour l'année 2016, la meilleure entreprise minière pour l'année 2016,
la meilleure entreprise de carrière pour l'année 2016. Et nous avons un trophée suprême qui sera le prix RSE, qui sera dédié à une entreprise ou une organisation qui aura excellé de par son fonctionnement interne et externe ainsi que ses relations publiques. 3000 visiteurs du Burkina, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont attendus à ce salon prévu du 26 au 28 mai prochain à Ouagadougou. Nous ouvrons à présent une grande page culture. Le rite du Tuibo, le fétiche des Nyonyonsé, est respecté à Kaya dans le centre nord. Les adeptes du fétiche viennent par dizaines se confier chaque jour au Tibo. Le dieu des Nyonyonsé est sollicité pour guérir, rendre riche ou provoquer des précipitations pluvieuses. Témoignage Suleiman Sanou, Draman Guéné. Gawa, quartier de Kaya. Gawa, ville du redoutable Tibo, le tout-puissant fétiche Nyonyonsé. La traversée de ce lieu sacré commande des mesures exceptionnelles. Il ne faut surtout pas profaner la divinité des autochtones du Burkina. Et pour ce faire, Dieudonné Ouedraogo nous accompagne, notre guide spécial. Après les salutations d'usage, le Tibo peut sortir. Et c'est le type Soba, le dépositaire du fétiche, qui est à la tête de la procession. Direction l'autel du sacrifice. Là-bas, interdiction absolue de filmer. Une dizaine de petits ruminants et plusieurs poulets y sont immolés. Si tu viens ici, Type Soba demande la santé, la richesse, la procréation pour toi. C'est selon tes vœux. Une fois ces vœux-là exaucés, tu reviens avec un poulet ou un mouton conformément à la promesse que tu as faite pour rendre grâce au Tibo. Moumouni Bandé est fidèle du Tibo. Il revient à ses pieds pour une action de grâce. J'ai l'habitude de venir soumettre mes vœux ici au Tibo. J'ai pu avoir de l'or et acheter 2 moutons. Donc ce matin, je suis là pour remercier le fétiche. Le Tibo est aussi juge dans les litiges. Il tranche par la mort. Et c'est le côté redoutable du fétiche. En cas de litige entre 2 personnes ou de cas de vol, le plaignant vient se confier au Tibo. Quoi qu'il en soit, le fautif va mourir. Après sa mort, ses parents ont l'obligation de venir ici avec les biens du défunt pour des rituels, sinon le Tibo peut ravager toute la famille. Mariam Ouedraogo a convoqué son accusateur devant le Tibo pour une histoire de perte d'argent. Nous avons chacun relaté les faits devant le Tibo. Le féticheur a demandé au plaignant de formuler ses vœux. Mais il a pris le soin de lui dire qu'après les différents serments, celui qui a tort meurt. Quand elle a compris que l'affaire est grave, elle a jeté l'éponge. Le type Soba est le grand maître de la pluie et du vent. Il provoque la pluie et fait éloigner les mauvais vents. En cas de sécheresse, le type Soba fait des incantations sur le fétiche. Il fait des immolations et demande la pluie. Quelques instants plus tard, la pluie tombe. Le type Soba est le seul à faire les rites du Tibo. Le seul à faire les immolations sur le fétiche, ou du moins de son vivant. La gestion du fétiche se fait par désignation des notables. Une fois désigné, le type Soba aménage dans cette cour, la cour du Tibo. Le festival Denke Denke est parti pour parcourir des milliers de kilomètres. Bobo Dioulasso, point de départ de ce festival qui fait la promotion des musiques et danses traditionnelles nomades, a eu la prime de l'édition 2016. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Burkina vont accueillir donc ce festival itinérant. Idrissa Ouarga, Ali Traoré. Des variétés musicales 100% Peul. Nous sommes au festival itinérant Denke Denke. Un festival qui met en valeur les musiques et danses traditionnelles nomades et vise en même temps à restaurer et à renforcer cette culture
qui est en perte de vitesse. Aujourd'hui, il y a des facteurs endogènes et exogènes qui menacent cette danse et qui est un pan culturel très important donc de la culture africaine, je dirais de la culture universelle. Vous savez que c'était jadis des populations nomades qui, au fil du temps, ont fini par se sédentariser pour des raisons évidentes et il n'est toujours pas très évident de pouvoir conserver sa culture de base à côté donc de la culture qu'on acquiert au fil donc effectivement de la transhumance. Sur scène, des artistes comme Drissa Kadari du Burkina et Afel Bokoum du Mali ont rehaussé l'éclat de cette soirée. La touche particulière est venue des artistes bobos tels Madou Djan qui ont aussi montré leur savoir-faire. Au regard de l'esprit poursuivi qui est la promotion de la paix, la promotion des échanges culturels, je pense qu'il faut saluer un tel festival et l'encourager. Débuté ce 14 mai 2016, le festival itinérant Denke Denke est prévu pour finir le 5 décembre prochain. Et durant ce temps, il va en plus du Burkina sillonner la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Le festival Jazz à Ouaga terminé, celui de Bobo a pris le relais. Il a permis d'organiser un concert hommage à Ali Farka Touré, mais aussi de voir sur scène Elida Almeida. Cette jeune capverdienne, lauréate du prix RFI, a présenté son premier album Ora Dossi Ora Margos. Betty Bienao Moussa Sanon, reportage à Bobo Dulasso. Elida Almeida, prix découverte RFI 2015, a mis le feu à l'Institut français de Bobo Dioulasso pour le premier concert du festival Jazz à Bobo. C'est aussi le premier concert de l'artiste ici au Burkina. À chaque performance, à chaque chose, c'est une autre ambiance, c'est un autre public. C'était magnifique, j'ai vraiment aimé tout ça. Le public, ça a été waouh! Je voudrais seulement remercier à tous les gens qui étaient là. Merci beaucoup, merci. La chanteuse a amené son public chez elle au Cap-Vert. Entre musique douce et rythme endiablé, sa voix et son énergie ont fait danser toute la salle. Ce qu'elle dit, on ne comprenait pas, mais le rythme quand même, il fallait qu'on danse avec. Et c'était trop propre. Super. On a trop dansé. Et si on pouvait bisser, mais on va rentrer puis bisser encore. Et on est prêt pour ça. Super beau concert. Super vedette, belle voix, à l'aise avec son corps, une femme qui s'affirme très bien. Moi, j'adore comme elle est. Elida Almeida continue sa tournée. Après le Burkina, elle jouera dans une vingtaine de pays d'Afrique et d'Europe. Venons-en maintenant à la Libye. Un accord de principe aurait été conclu entre factions rivales pour une centralisation de l'industrie pétrolière, ce qui devrait donner une bouffée d'oxygène à l'économie de ce pays. Une bonne nouvelle suivie d'une autre, la levée partielle de l'embargo sur les armes afin de donner un coup de pouce au gouvernement libyen. En Libye, les factions rivales auraient conclu un accord de principe sur une centralisation de l'industrie pétrolière, annonce ce mardi le chef de la diplomatie du gouvernement d'union nationale, qui dit croire à un retour à la normale des exportations de brut prochainement, ce qui permettrait de relancer une économie en grande difficulté. Le gouvernement basé à Tripoli va par ailleurs profiter d'une levée de l'embargo sur les armes en vigueur depuis 2011, décision prise à Vienne par les représentants des grandes puissances et des pays voisins de la Libye. Ils se disent prêts à armer le gouvernement du Premier ministre Fayez al-Sarraj, soutenu par les forces de Misrata. En revanche, l'embargo sera maintenu et même renforcé contre les forces rivales du général Khalifa Haftar, basé à l'Est. La communauté internationale veut aider Tripoli à combattre l'État islamique qui a profité des divisions politiques pour gagner récemment du terrain autour de son fief de Sirte. Le groupe djihadiste compterait actuellement entre 3 et 5 000 combattants en Libye et tenterait d'y attirer des centaines de recrues étrangères. Toujours à la une de l'actualité, l'incivisme et les violences en milieu scolaire. Les quotidiens de ce mardi rapportent le comportement des élèves de Gounguen dans le Kouritenga qui ont brûlé les motos de leurs professeurs. La revue de presse est signée Touoboum Evelyne Dabiré.
Les parutions de ce jour analysent la recrudescence de violences au Burkina. Un groupe d'élèves du lycée départemental de Gounguin à Koupela, revendiquant officiellement l'organisation d'examens blancs, s'en sont pris ce lundi à l'administration de l'établissement, annonce l'observateur Palga. Bilan, 3 mobylettes de professeurs incendiés, portes et fenêtres de l'établissement endommagées, informe DNF. Il a fallu la police pour procéder à l'exfiltration des enseignants séquestrés, poursuit ce quotidien. Cette fronde est l'œuvre d'un groupe d'élèves qui devait être traduit en conseil de discipline, précise aujourd'hui au Faso. Aliou Sofiane, un des 5 admis en conseil de discipline ce 17 mai, affirme que la principale cause, c'est la peur d'être écarté de l'école qui nous a conduit à cette manifestation, rapporte le quotidien. Voilà comment nos enfants, ceux-là même que nous avons mis au monde, règlent les problèmes, analyse l'Express du Faso. Pour ce quotidien, l'incivisme a atteint son niveau le plus élevé au Burkina Faso. Dur l'incivisme, écrit Sidoya, qui rappelle certains faits tels la mort de l'assistant de police, le sabotage des couleurs nationales par des élèves de Nagaré et l'attaque de leurs enseignants, l'incendie du car d'une compagnie de transport au camp de gendarmerie de Zignaré par les populations et le saccage des domiciles des gendarmes à Dédougou. Mais dans tout ça, que fait l'État? A-t-il perdu toutes ses dents à tel point qu'il ne peut plus mordre? Interroge l'Express du Faso. Pour Sidoya, il est temps de sévir sérieusement. L'Express du Faso conclut, ce qui est sûr, la solution finira par venir, seulement que ce ne soit pas par la violence. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.